Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la 7e illusion. Je suis Skull Kid, je suis avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Bonjour. Et aujourd'hui, on va parler de Backrooms, le film très attendu de Ken Parsons, adapté de sa propre série et elle-même adaptée de la légende populaire sur Internet. Et je me tourne vers Anaïs et je lui demande qu'est-ce que tu as pensé du film? Bah écoute, pour le coup, c'était assez, enfin c'était hyper intéressant. Je l'ai vu vraiment genre jour de sortie, mercredi soir. Donc j'ai pas encore complètement digéré parce qu'il y a quand même beaucoup, même enfin des références à travers le lore. Ça raconte beaucoup de choses même sur les personnages. Ça développe beaucoup de thèmes. Globalement, j'ai bien aimé. Mais j'ai quand même eu quelques réticences, je pense, et pas forcément par rapport aux produits de base, je pense plus par rapport à un regard en termes de, euh, enfin plus côté film et le rythme et le côté intelligible bah, du coup de l'histoire et des développements. Mais on y reviendra et je serais heureuse d'en débattre avec toi. Oui, pour le coup, moi j'ai trouvé ça très bien. J'ai beaucoup aimé, sachant que bon, ça fait longtemps que je suis pas allé au cinéma, c'est pour ça que vous m'avez pas vu sur cette chaîne il y a quelques temps. Donc peut-être que je suis biaisé par le fait que c'est mon film de retour au cinéma, mais le cinéma c'est un peu un art qui vieillit en ce moment et ça fait du bien de voir de la nouveauté. Je dis pas ça seulement parce que le réalisateur a 20 ans et ça tout le monde en a parlé. Mais vraiment le fait de s'emparer des thématiques qui, euh, qui sont populaires sur Internet, ça injecte du sang neuf dans le cinéma. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Bah ouais, je me souviens plus exactement de quand il avait tourné sa série donc sur YouTube The Backroom. Donc d'ailleurs qui est en fan footage. Oui, Euh, et ça on y reviendra, mais c'est aussi des idées de mise en scène qu'il a gardées pour son film. Donc ça renforce encore plus le fait que il y a quand même quelque chose qu'on peut pas enlever au film, c'est qu'il a une identité très marquée et ça fait quand même du bien de voir bah, du coup ouais, de la jeunesse, de la fraîcheur et puis un côté totalement assumé parce qu'on a quand même laissé euh, la personne créatrice du contenu plus populaire sur bah, du coup cette légende d'internet réaliser un film à gros budget. Donc on verra bien comment va évoluer la répercussion en salle, si ça va marcher, s'il va y avoir des retours plus ou moins positifs. Là, pour l'instant, comme il est sorti hier en France, ça va être un peu difficile. Euh, je sais pas s'il est sorti déjà un peu en Amérique, si on a déjà eu un peu des si, il est déjà retours. sorti il y a quelques semaines aux Ouais. États-Unis et au Et Canada. ça va enfin, en termes des Oui, retours et les retours sont positifs. Je crois qu'il a 90% sur Metacritic ou un truc comme ça. Globalement, les retours critiques sont bien. rien que Et ça. c'est un des Ok. plus une des plus grosses réussites commerciales d'A24 aussi. Ah Je bah crois la plus parfait. grosse, même. Bon, comme quoi Devant c'est Marquis c'est cool Suprême. de parier sur des jeunes ambitieux et tout. Enfin ça c'est bien. Genre des jeunes Oui, créatifs et tout. C'est vrai qu'il a que 20 ans, ça c'est assez impressionnant quand même. oui, c'est assez impressionnant. D'ailleurs, des gens ont pu dire que qui Ghost directait, enfin qui y avait son nom, mais que c'était pas vraiment lui qui réalisait. Il y a eu des making-of et des interviews. Le mec a l'air de savoir ce qu'il fait quand même. Même Non si mais à un évidemment il moment n'est pas tout donné, seul. mais aucun réalisateur n'est seul sur un projet, faut arrêter. Et je Ah pense que oui. c'est juste de l'agisme, pour le coup. Oui, je pense aussi, je pense aussi. On pouvait avoir un peu peur parce que, en fait, quand j'ai vu les premières bandes annonces, j'ai vu que c'était du cinéma narratif avec des vrais acteurs qui jouent de vrais personnages. Là Ouais. où, euh, là où la web série Backrooms de Ken Parsons, c'est quelque chose d'un peu pas narratif et en plus entièrement fait sur Blender, donc c'est de l'animation. Et donc, on pouvait avoir un peu peur que Parsons soit récupéré par les studios
qu'on lui impose un scénario, parce que c'est pas lui qui a écrit le scénario, donc qu'on lui impose un truc écrit à la va-vite pour surfer sur le succès des Backrooms, comme il y a pu y avoir dans certains films. Il y a notamment un épisode de American Horror Stories sur les Backrooms que j'ai pas vu et que personne n'a vu, mais ceux qui l'ont vu ont dit que c'était nul. On pense aussi, par exemple, au film Slenderman de Sinistre Mémoire, que pour le coup j'ai vu, qui est sorti en 2015 et qui est vraiment pas intéressant. Et là, ouais, il arrive à faire quelque chose avec le concept de Backroom, qui est un concept que je trouve fascinant, qui est vraiment une angoisse générationnelle de capitalisme en phase terminale de ces lieux qui servent à rien et qui ressemblent. Pour ceux qui connaissent pas forcément, faudrait peut-être définir un petit peu ce qu'est. Oui, c'est vrai, parce que je me rends compte que j'ai même pas résumé le film, j'ai même pas pitché le film. Ok. Donc, déjà le concept de Backrooms, oui. Déjà le concept de Backrooms, c'est une dimension parallèle dans laquelle on passe quand on passe à travers la réalité, qui est constituée d'un enchâssement de lieux, alors principalement des bureaux avec des papiers peints jaunes, qui est l'espace le plus connu, mais un enchâssement de lieux incohérents et gigantesques et surtout vides. Enfin, vide, peut-être qu'il y a des monstres, on ne sait pas. C'est aussi un truc important de la mythologie des Backrooms, et dans lequel on peut se perdre et jusqu'à rencontrer un monstre ou mourir de faim, de soif. Et c'est des lieux qui rappellent énormément, semblent très familiers, à la fois terriblement inquiétants, qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. En fait, on n'arrive même pas à quantifier l'espace qu'ils prennent, quoi. Et c'est là où, en fait, il y a toutes ces dimensions surnaturelles, c'est que les backrooms, moi, j'ai presque l'impression que c'est une entité, quoi, que c'est vivant. T'as l'impression d'être dans le ventre d'une sorte de monstre complètement moderne, un peu un monstre du capitalisme, et de te faire avaler et digérer lentement, et chaque étage serait un peu un stade. Parce que de base, du coup, la légende, c'est que y a plusieurs niveaux qui sont plus ou moins dangereux, qui contiennent plus ou moins la même chose. Et plus tu descends, plus soit tu te mets en danger, soit il y a des nouveaux paramètres à prendre en compte. Et en fait, ce qui est beaucoup répété, ce qui est assez intéressant et qui est bien mis en exergue dans le film, c'est que plus tu essayes de comprendre, et moins tu y arrives. Oui. Parce qu'il y a absolument rien de réellement cohérent et construit dans les backrooms, quoi. Oui, parce qu'à la base, une des premières adaptations du concept de Backroom, c'était un wiki dans lequel les gens pouvaient ajouter leur propre pierre à l'édifice en créant un niveau des Backrooms, une entité qui la hante ou tout autre élément de lore. Et là, le film est adapté de la série de Ken Parsons, qui est un autre regard sur le concept de Backroom. Donc une série dans laquelle des gens tombaient dans les backrooms et les filmaient en fan footage, les exploraient et finissaient souvent par rencontrer un monstre. Et donc c'est intéressant que le concept de backroom n'appartienne à personne et soit vraiment un motif né organiquement de son époque. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est quelque chose de vivant et c'est... Je crois que je vois ce que tu veux dire. C'est un témoin de notre époque, c'est quelque chose qui est mouvant, qui peut beaucoup évoluer. Et en fait, finalement, c'est comme beaucoup de théories d'Internet, tu peux juste l'agrandir. C'est-à-dire que on peut juste l'étendre encore plus, la complexifier, rajouter sa pierre à l'édifice. Et c'est quand même assez drôle parce que là, on parle de bâtiments. Donc, en fait, chaque étage, c'est une nouvelle possibilité, une nouvelle personne qui s'est dit ça serait intéressant par rapport à ce que les gens ont dit qu'il y ait ça aussi qui existe. Moi, je sais pas si j'en parlerai pendant la partie spoiler, parce qu'en fait, je suis pas du tout sûre de ce que j'avance, mais il y a quand même aussi la théorie de SCP. Je sais pas si t'es familier.
voilà, j'ai eu l'impression d'avoir une référence quand même à d'autres théories d'internet à certains moments. Je suis pas du tout sûre de ce que j'avance. Si, je vois ce que tu veux dire, mais SCP, c'est un autre wiki dans lequel les gens inventaient des anomalies fantastiques qui étaient Ouais. contenues par une organisation scientifique. Donc c'était un autre regard sur les peurs de l'époque aussi, c'était intéressant. Mais là, le film Backroom, en fait, les Backrooms apparaissent à un moment de l'histoire humaine, un peu comme au 19e siècle, quand on s'est mis à avoir plein de livres de vampires, quoi. C'est organique, les peurs de l'époque qui créent des œuvres, sachant qu'il y a aussi d'autres Backrooms adjacents, comme le livre La Maison des Feuilles, qui a énormément inspiré tout ça. Je ne me perds pas trop. La Maison des Feuilles. Ouais, c'est un livre avec plein de trucs qui se passent dedans, mais notamment une maison qui... Alors, ça commence par la maison qui est trop grande à l'intérieur, d'un demi-centimètre, enfin d'un quart de pouce par rapport à l'extérieur. Et après, il y a une porte qui apparaît, qui descend vers un enchâssement de pièces infinies. Voilà, c'est un des trucs qui se passe dans le livre. Bah ouais, je vois. En tout cas, ça résonne pas mal dans le thème Backroom. Hein. Mais ouais, je pense que c'est un peu un cri du siècle, la légende des Backrooms. Je pense qu'il y a un peu un malaise qu'on a besoin d'exprimer avec une théorie qui est assez mystérieuse et ouverte pour que chacun puisse développer s'il le souhaite. Effectivement, comme ça repose sur quand même le thème du capitalisme, un peu la désétude, l'impression de solitude et d'abandon qu'on peut ressentir de plus en plus par rapport du coup des questions un peu philosophiques, je pense. On y reviendra, mais pour moi, il y a vraiment une métaphore dans le film de la santé mentale de la solitude. Je pense que même il y a une critique sociale de l'isolement que proposent les problèmes de santé, le manque de soins, le manque d'empathie réelle que la société a pour les personnes qui sont en souffrance. Oui, donc le film raconte l'histoire de Clark, joué par, attention, je vais le prononcer, Chiwetel Ejiofor, un architecte raté qui tient un magasin de meubles d'occasion. Ouais, genre le Ikea américain. Il va pas très bien dans sa vie. Oui, le Ikea, mais de seconde zone, quoi. Et il trouve dans le sous-sol de son magasin une porte vers les backrooms. Et il va être obsédé par ce lieu, tenter de l'explorer et en parler à sa psy, qui est jouée par Renate Reinsve, et qui va elle aussi finir par explorer les backrooms. Ouais, en gros, c'est ce qu'on voit dans la bande-annonce. Mais il y a quand même quelques éléments qui sont intéressants, qu'on apprend sur les personnages, mais peut-être qu'on développera plus par partie spoiler. Mais en tout cas, le point commun, c'est qu'ils ont tous les deux des démons intérieurs qui sont assez vénères, surtout pour lui. Et moi, ce que j'ai trouvé assez intéressant en termes de mise en scène, c'est qu'on n'a aucun accès à la psyché, alors que pourtant il est introduit comme notre personnage principal. On n'a aucun accès à la psyché du personnage principal, donc qui s'appelle Clark. J'oublie. Clark. Ouais, Clark. Ouais, déjà le fait que ce soit que des prénoms. Donc Clark, c'est le personnage principal. Marie, c'est la psychologue. Et après, il y a Bobby et Kat, qui sont les deux assistants vendeurs du magasin, du grand magasin de meubles. Oui. Et donc, on a accès à la psyché de Marie beaucoup plus qu'on a celle de Clark. Et ça, j'ai trouvé intéressant comme choix.
Parce que certes, on comprend que les deux sont importants, mais pourtant, on découvre toutes les choses. On explore avec l'art, on est de son point de vue quasiment la totalité du film, et après, ça bascule, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce que tu as des choses à partager peut-être d'emblée? Oui. Alors déjà, je voudrais dire que ce film n'est pas bêtement une métaphore du trauma comme on en voit souvent dans le cinéma d'horreur. C'est-à-dire, le monstre représente un aspect psychologique qu'il faut surmonter de la part du personnage principal et qu'elle finit ou pas par surmonter. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu. Et je trouve le film un peu plus subtil que ça. Et je trouve également qu'il est très fort dans le côté gestion d'informations. C'est-à-dire, il explique bien le concept des backrooms, mais il explique sans trop donner d'informations qui nuiraient à l'horreur et à l'intérêt du spectateur. Je crois que Ken Parsons a dit dans une interview qu'il avait un document de lore de 70 pages, mais qu'il faisait exprès de pas, comme on dit en anglais, info-dumper, c'est-à-dire faire une scène où on explique comment ça marche les backrooms et qui les a créés, tout ça. En fait, par le choix de mise en scène, on découvre les backrooms par les expériences et les découvertes de nos personnages, mais en physique. C'est-à-dire que on est immergé totalement dans une expérience et petit à petit, par rapport à ce qu'ils vont vivre, par rapport à les décisions qu'ils vont prendre à l'écran, en fait, on déduit des choses. Oui, tout à fait. Et même si les backrooms sont plus ou moins une métaphore de plein de choses, c'est pas strictement le cas. C'est pas strictement. Alors il faut qu'ils aillent dans les backrooms, qu'ils affrontent leur peur et c'est pas un film psychanalytique, quoi. C'est ça que je veux dire. On comprend même pas d'où vient les backrooms, en fait. C'est ce que je trouve hyper intéressant, c'est que sachez que le film ne va répondre à rien. Alors déjà, ça c'est un spoil entre guillemets, mais en même temps, je pense que c'est intéressant aussi de se dire, bah là, ça va être une expérience de cinéma et vraiment juste une expérience de cinéma parce que vous n'allez pas avoir plus d'éclaircissement. Ça va être ça va être très très chouette à regarder pour plein d'autres raisons, mais ça va effectivement pas débunker, pas donner plus d'explications, au contraire, peut-être rajouter encore plus du lore et complexifier encore plus comment dire, un produit. Un concept. Et c'est quand même hyper fort parce que j'avais très très peur justement que ça tombe dans une espèce de vulgarisation. Déjà, on était plutôt rassurés que ça vienne de quelqu'un qui a déjà créé du contenu dessus et qui a participé à la popularisation du coup la légende sur internet avec mais si c'était tombé dans les mains d'un réal qui ne connaît rien, qui n'a aucune autre envie que de s'amuser avec un produit qui ne comprend pas et de le détourner en quelque chose de super commercial avec plein d'incohérences par rapport au produit de base, juste histoire de se faire du fric. Là, pour le coup, on en est très très éloigné. Et ça se ressent dans chaque choix de plan, ça se ressent dans chaque manière justement de montrer les backrooms, qui, en plus, on peut le dire, c'est le personnage principal du film réellement, parce que c'est vraiment tout tourne autour de lui. Et je trouve qu'il y a vraiment... il réussit à rendre cet espace, genre de lui donner une entité, on a une vraie impression que c'est un personnage à part entière du film, quoi. Moi, c'est pas juste un espace qu'ils explorent. En fait, on se pose tellement de questions, on est tellement... et à la fois, on a quand même quelques développements qui permettent d'un peu comprendre qu'est-ce qui peut se passer potentiellement à cet endroit, mais rien qui le confirme. Donc je pense que la scène
qui le développe le mieux, donc ça elle arrive plutôt tard dans le film, donc j'en reparlerai, je pense, partie spoiler. Mais il y a une illustration de comment fonctionnerait potentiellement l'espace backroom, et il a même pas besoin de mots, il a même pas besoin de que quelqu'un introduise le concept, en fait, c'est juste par image. Et je trouve qu'il le fait à un moment qui est très très voilà, un peu le climax du film. Du coup, ça te maintient dans une espèce d'étrangeté, quoi, une impression de malaise slash curiosité. Et c'est un peu les deux sentiments contradictoires que j'ai ressenti pendant tout le visionnage. C'est vraiment cette impression de j'aime pas, je comprends rien, c'est terrifiant, et j'ai l'impression de plus on avance, moins je comprends, et en même temps plus c'est intéressant et plus j'ai plein d'idées et de théories. Oui. Et je trouve que c'est assez fou quand même de procurer ça dans un film voilà, qui dure quoi, 1 heure. Combien de temps il dure, le film? 1h45, un truc comme ça. Ouais, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était hyper riche pour une durée comme ça. Et pour un premier long aussi. Oui. Oui, c'est vrai que c'est très riche. Et surtout, ça fait confiance au spectateur, tout en sachant jouer avec lui, avec ses attentes, avec ce qu'il comprend et ce qu'il peut potentiellement ne pas comprendre et ce qu'il ne faut pas expliquer. Ouais. Passons en zone spoiler. Si vous n'avez pas vu les backrooms, c'est que vous ne voulez pas qu'on vous raconte les films, pensez à quitter cette vidéo et on vous retrouve plus tard. N'oubliez pas de vous abonner et tout ça. Donc, ce qu'il y a d'intéressant dans le film, c'est aussi que les backrooms contaminent le monde. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouvait déjà dans la série de Kane, avec certaines personnes qui se retrouvent de plus en plus à disparaître, à passer à travers la réalité. Et là, on voit bien que les backrooms se mettent à contaminer le monde, et c'est ce que je disais quand on disait que c'était une angoisse de monde post-humain aliénant. Avec, déjà, ça commence par l'électricité qui se connecte, l'électricité des backrooms qui se connecte au magasin de meubles de Clark. Et à la fin, c'est complètement ça. À la fin, c'est finalement, on est tous dans les backrooms, et le dernier plan, avec le PNJ Marie déformé, le souvenir de Marie qui se retrouve enfermée au fin fond des backrooms. C'est cet enchaînement de dernier plan où les lieux qu'on voyait dans la réalité se retrouvent dans les backrooms. Et je pense que c'est là tout le sens du film. Ouais, je pense qu'il y a aussi l'angoisse très très humaine de se dire qu'est-ce qui va rester de nous après notre mort? Est-ce qu'on laisse une trace? Et il y a effectivement toute cette espèce de malaise aussi, parce qu'on suit un personnage qui est clairement instable, Clark, qui est assez détestable. Quand on comprend comment il s'est fait quitter, comment il s'est retrouvé jeté de chez lui, parce qu'il vit une crise existentielle, il a pas d'amis. On comprend qu'il a quand même un job, mais en fait, il est complètement à côté de la plaque. C'est terrifiant. Son spot publicitaire où il se déguise en pirate, tu comprends même pas où il va aller. Et on ne sait pas si le thème de son magasin, c'est les pirates ou les sultans. Oui, c'est ça. Il est complètement en roue libre. Il n'a pas de recul sur lui-même aussi. Il ne se remet pas en question. Il se victimise. Oui. Ça, c'est aussi développé. En fait, ce que j'aime bien, c'est que le film va au bout du développement de ses personnages, mais pas au bout du développement de son sujet. On comprend que du coup, les deux, donc Marie, même si elle est psychologue, elle a quand même une énorme souffrance, un gros trauma lié à sa mère. Et qu'en fait, ce qui est drôle, c'est que sa mère était donc paranoïaque et claustrophobe. Moi, je trouve que c'est deux éléments qui sont inhérents au backroom. Oui, c'est vrai. Avoir un personnage qui l'incarne, genre vraiment en termes de santé mentale dans le film, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, et que ce soit pas un des personnages principaux en plus, mais que ça ait pu l'affecter, car étant la mère,
J'ai trouvé ça hyper intelligent. Du coup, moi, tout le long, je m'étais dit, ah, mais qu'est-ce qui va se passer quand Marie elle va se retrouver dans les backrooms avec le passif qu'elle a eu? Ça peut être hyper intéressant parce que du coup, comment elle va gérer le choc et les informations que ce lieu va avoir parce que sa mère, en fait, ça cristallise tout ce que sa mère craignait, quoi. Une menace complètement Permanente, invisible oui. et permanente et une espèce de contrôle des lieux alors qu'en fait là les backrooms bon courage pour comprendre comment ils Pour les... fonctionnent Ouais. réellement étant protégé quoi. Il y a une scène que je m'explique pas, c'est celle où dans un des flashbacks il y a le mur qui explose. On se demande si elle s'est fait secourir ou pas. Ça reste toujours très abstrait. Non, je pense que le mur qui explose, c'est parce que comme c'était dans un de ses rêves, et elle revit aussi le moment où sa maison se fait détruire qu'on voit au début du film. Là. Ah Je oui, pense bah que c'est oui. ça, c'est une tractopelle qui défonce le mur. Quoi. Ouais. Ouais, bah oui, t'as raison. Je me demandais, je me disais, mais c'est bizarre, on sait pas comment ça se finit. Donc Oui. déjà, GG à elle d'être sortie de cette situation toxique et d'avoir pu devenir Oui. psy, hein, parce que c'était pas Oui. gagné. Euh, je pense qu'elle a dû louper 10 ans d'école. Euh, du coup, le fait que justement, on n'ait pas du tout accès à la psyché de Clark, mais par contre qu'on ait eu les séances avec donc Marie la psychologue pour un peu plus comprendre son labyrinthe mental quoi et qu'on se dise peut-être que c'est lui qui a invoqué le backroom avec sa détresse et avec sa loupe personnelle. Est-ce que c'est pas finalement comme on l'apprendra plus tard en fait c'est une sorte de double de lui absolument terrifiant et monstrueux qui attaque les gens dans les backrooms. Enfin, du Oui. moins, c'est le monstre qu'on va voir à un moment donné. On imagine qu'il y en a d'autres. Est-ce que ce serait pas justement lui, l'espèce de témoin dont les backrooms avaient besoin pour spotted dans le magasin? Parce que il est fou, il est alcoolique, instable, profondément égocentrique et en loupe sur lui. Il connaît pas d'évolution et il est détenteur d'un magasin de meubles. Donc Oui. tout ce qu'il faudrait pour une backroom pour justement proliférer et s'étendre. Oui. Euh, Moi, c'est ce que je me suis demandé. Après, c'est peut-être l'interprétation facile de l'histoire. Parce que moi, ce que j'aurais compris, c'est que les backrooms, ce sont en quelque sorte l'émanation dans cet univers, l'émanation d'une sorte d'inconscient collectif. Un truc qui m'a marqué, c'est à la fin, on reboucle avec la série de Parsons, avec cette entreprise Async, qui, on ne sait pas trop si elle a créé les backrooms, mais qui l'étudie. Il y a un truc qui est intéressant, qui, je crois, n'est pas dans la série, même si j'ai pas tout vu, faut pas exagérer. Mais je crois qu'il n'est pas dans la série, c'est que Async, à la base, n'est pas une entreprise de physique quantique ou je ne sais quoi, mais une entreprise qui fabrique des IRM, donc des scans du cerveau. Et peut-être que c'est comme ça qu'ils ont découvert les backrooms, que les backrooms sont vraiment un lieu créé par la psyché humaine. Ce pourquoi on y trouve des doubles déformés et inconscients, des monstres qui sont issus de l'inconscient des gens qui la traversent. C'était une interprétation que j'avais. Mais aussi, il y a, comme je le disais un peu plus tôt, l'idée que les backrooms contaminent le monde et que c'est ce monde post-humain qui est en train de devenir le monde réel. Un truc intéressant, c'est que le monde réel, les front rooms, comme on dit officiellement dans la légende, les front rooms et les back rooms sont filmés de la même manière. Le magasin de Clark, le magasin de Clark est déjà liminal en soi. Il est déjà filmé en grand angle, il n'y a personne, il y a ces meubles qui ont l'air d'être là pour aucune raison. Et qui ont l'air d'être déjà infonctionnels, alors que pourtant. Oui, en plus. Ça c'est aussi joué sur
l'architecture et la disposition, parce que le magasin est déjà préaménagé pour qu'on se dise, ok, les backrooms, c'est juste une extension du magasin. Jusqu'à ce qu'on comprenne que non, la physique est différente là-bas complètement. Même. Oui, elle est complètement incohérente. Enfin, la disposition des lieux est incohérente. Et en fait, je trouve que le film traite les personnages comme il traite son sujet principal de Backrooms, c'est-à-dire il ne donne pas de raison définitive, quoi. Et ça, c'est un écueil dans lequel beaucoup de films actuellement tombent, d'expliquer pourquoi il fait ça. C'est parce que c'est déjà Sidney Lumet s'en moquait dans son bouquin où il disait l'école du canard en plastique. Il est méchant parce qu'on lui a volé son canard en plastique quand il était petit. Et donc ceci explique cela. Et la psyché humaine, c'est plus compliqué que ça. Et c'est pour ça que le film ne donne pas de réponse définitive au comportement de Clark et de Mary. Voilà. Ouais. Ils expliquent quand même. On a des clés pour comprendre pourquoi ils réfléchissent ainsi, pourquoi elle a pu devenir psy. Elle, parce que sa mère avait clairement des soucis psychiatriques, et je pense que pour elle, ça a été une façon de reprendre le dessus et de comprendre mieux ce que sa mère a traversé, pour en faire plutôt une force qu'une faiblesse. Et ce que je trouve intéressant, c'est que elle s'en est sortie de sa psyché. Elle n'a pas laissé sa mère la corrompre, elle n'a pas laissé sa mère la rendre paranoïaque, et elle s'est sortie de la situation. Là où Clark, lui, non. Et c'est justement ça qui montre aussi, qui est illustré. C'est un peu bateau, mais finalement, elle survit. Et elle se bat contre, du coup, le monstre, parce qu'elle a pas envie. Le monstre qui a un design que je trouve très fort, d'ailleurs, le monstre, avec ses mains qui sont déformées et qui sont légèrement trop longues pour que ce soit normal. Enfin, parce que ça, c'est fort. Surtout il est sur le papier ridicule, quoi. C'est un mec déformé déguisé en pirate avec une jambe de bois, mais pourtant, ça marche. Ouais, surtout quand tu comprends d'où il a pu être créé. Oui. Et qui est la scène la plus terrifiante avec Clark, quand même. La scène Massacre à la tronçonneuse, là. J'ai vu Massacre à la tronçonneuse, je refais le dîner. C'est cette scène-là. Ah, ouais. Alors, pour moi, c'est pas celle-là, ça allait, mais vraiment, le spot publicitaire de Pirates, je trouve que ça te fait basculer dans le délire mégalomane du personnage, et qu'en fait, ce qui est terrifiant, c'est que tu dis « Ah ouais, non, il va pas bien, le boug. À un moment, ça va pas aller. À un moment, il est trop... Il est parti trop loin, il est trop en contrôle, ou cette envie, en fait, de... Enfin, le manque de remise en question, et cette espèce d'envie de réussite, mais pas savoir comment, et enfin, le fait qu'il fasse n'importe quoi et qu'il reprenne quasiment mot pour mot un spot publicitaire qu'il a bêtement regardé à la télé. D'ailleurs, intéressant aussi l'utilisation de la télé dans le film. Qu'il y ait beaucoup de références à, je pense, d'autres contenus internet ou... Oui. Alors, je le dis, parce que je l'ai dit à mes camarades de LCT, à un moment, il y a une fête où se trouve le personnage de Marie qui regarde à moitié ce qui se passe et qui s'enferme dans une salle en fond. Et la musique qui est en fond, c'est une musique qui est connue sur Internet parce qu'on a cherché son origine pendant 20 ans. Et donc, ça fait partie du même univers, quoi. C'est quoi le nom ? La musique... le nom, maintenant qu'on l'a retrouvé, le nom, c'est Ulterior Motives, mais elle est connue sous le nom Everyone Knows That. Une chanson, on a vécu un extrait mal enregistré, et on se disait, mais d'où ça vient ce truc ? On a découvert 20 ans après que ça venait d'un porno, en fait. Mais la légende est restée. La fin est incroyable. Oui. Et pareil, il y a un moment où Clark dit, en entrant les backrooms, qu'on a à peine vu, en fait, en tant que spectateur, il entre avec ses assistants, et il lui dit, il y a même une piscine. Et ça, c'est une référence au Pool Rooms, qui est un autre type d'espace liminaux où c'est des piscines géantes.
Voilà, donc il y a des petites références comme ça qui font plaisir. Incroyable. Ouais, parce que du coup, on n'explore qu'un étage, entre guillemets, des backrooms. Ouais, enfin, on voit d'autres trucs. On voit la salle avec le sapin de Noël que je trouve absolument terrifiante, hein, ce passage. On voit une salle, on voit un peu des piscines, on voit un peu un entre guillemets village avec des maisons. On voit une chaufferie aussi à un moment pendant qu'il s'enfuit là, dans cette scène où le mec, le caméraman se fait attraper par la corde là, qui est bien flippante aussi comme scène. Parce qu'il faut le dire, c'est un film, c'est pas seulement un film théorique, hein, c'est aussi un film très efficace au niveau de l'horreur. Oui, et moi je trouve que ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est qu'ils n'ont pas de téléphone portable. Oui, mais je crois que ça se passe dans les années 90 en fait. C'est un truc qu'on remarque pas tout de suite, mais les caméras qu'ils utilisent, ce genre de truc, et effectivement, je crois que ça a été confirmé que ça se passe dans les années 90 en fait. Mais du coup, ça fait que l'action n'est pas ralentie et en fait, ils sont très actifs parce que ils sont vraiment dans une intellectualisation directe du truc. Il n'y a pas une notion de partage ou de garder une. Enfin, la preuve, c'est vraiment par la caméra. C'est le seul moyen pour eux de vraiment garder une image, une trace à montrer. Mais du coup, ça les rend extrêmement vulnérables parce que c'est pas du tout quelque chose de pratique. Et ça n'appelle pas une caméra. Donc, si t'es coincé, si t'as besoin d'aide, bah, en fait, tu es dans la merde. Je suis pas sûr qu'il y ait du réseau dans les backrooms, mais ça donne aussi ces scènes en fun footage. Cette scène en fun footage au milieu du film où à la fin, c'est la créature qui attrape la caméra, donc on voit qu'elle est immense, mais on la voit pas elle. C'est beaucoup de bonnes idées là, où il pose la caméra pour attraper Bobby qui est en train de se faire tirer par une corde là, dans une rampe. D'ailleurs, le film s'ouvre sur vraiment un épisode de la série Backrooms, quoi. Un mini court-métrage où un personnage explore les backrooms et est perdu dedans. Un de ces personnages en costume jaune qui est devenu l'emblème de la série. Donc voilà, et aussi, je voulais quand même préciser qu'il y a aussi dans les backrooms de Ken Parsons, il y a cette idée, cette peur de l'entreprise, du mec en costard qui est la vraie menace. Et c'est pas anodin, je pense, c'est pas anodin le fait que Slenderman, la première légende humaine d'Internet, ce soit un mec en costard cravate. Ça rajoute à ce côté peur, angoisse de l'autorité, du monde du travail et de ces gens qui nous considèrent comme, je sais pas le mot en français, mais disposables. Vraiment, les backrooms, c'est vraiment un monde post-humain, quoi. C'est un monde où les humains sont des ressources et où il y a personne. Il y a les lieux sont conçus de telle manière que c'est impossible d'habiter dedans. Et voilà, donc c'est vraiment une angoisse générationnelle que je trouve très intéressante. Bon, bah pour résumer, du coup, on recommande chaudement le film. Oui, on recommande Backrooms. Nous deux, en tout cas. C'est très intéressant. Si vous souhaitez vous informer un peu avant, peut-être, histoire de ne pas être complètement largué, ou alors si vous... Parce que le film explique quand même assez bien ce qu'il faut assez bien le concept, savoir. Oui. Assez bien le concept sans forcément avoir à se renseigner. Mais en tout cas, c'est un film assez intéressant, avec un très bon casting. Moi, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ce côté... il s'est pas caché derrière le fait qu'il y ait quand même des pointures dans son film. On parle quand même des noms connus, quoi. Ouais, et Geoffrey et Rainsveux sont quand même un peu connus. Oui. 20 Years of Slave. Oui, c'est lui, oui. 12 Years of Slave. Ouais. Et Renate Reinsve, c'est l'actrice qui joue dans les films suédois. Julien de Chapitre et puis Valeur Chapitre, par exemple. Oui, voilà. Ouais. Il me semble qu'ils sont suédois, ces films, mais oui. Donc c'est pas, c'est pas non plus un petit cast, quoi. Et je trouve qu'ils ont vraiment réussi à jouer le jeu et à rendre crédible et à porter le concept. Parce qu'on rappelle quand même qu'il n'y a que 5 personnages, je crois, à tout péter dans le film. Donc quand tu parles de... Ce qui contribue à l'idée de... Il y a personne dans les backrooms, donc ça contribue à jouer avec l'idée. Donc ça marche très très bien.
voilà notre avis. Merci de nous avoir suivis. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Merci de nous avoir suivis. Il y a encore illusion. beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais n'hésitez pas à suivre la chaîne, à regarder le contenu que nous proposons. Merci et au revoir. À bientôt. Au revoir.